Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Comment faire pour sortir de cet état quand on se sent perdu ? À quoi c'est dû ? Pourquoi je suis perdu ? Je sais plus où aller. Comment est-ce qu'on retrouve le sens des choses ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je m'appelle Chloé, je suis coach et entrepreneur, amoureuse de la vie. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration, je partage mes réflexions et phases d'introspection afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre vie, faire de la place pour plus d'amour et d'harmonie. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et incarnez enfin votre vérité. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et comme toujours, si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes ou commenter tout simplement sur YouTube ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Encore une fois, je suis heureuse de vous retrouver en ce jeudi matin. Cette fois-ci pour vous parler d'une thématique dont je crois j'ai déjà parlé en fait dans plusieurs épisodes, mais aujourd'hui j'avais envie d'y consacrer un épisode tout entier sur le fait de se sentir perdu. Parce que je crois que ça concerne absolument tout le monde et je crois qu'en plus en ce moment, depuis quelques mois, il y a quand même des gros mouvements, des grosses énergies, appelez ça comme vous voulez, et on est très nombreux à avoir un peu l'impression d'être dans des montagnes russes, de traverser des phases de dépouillement, de perte de repères, voilà, on vit des choses, enfin je trouve qu'il y a des choses assez costauds pour beaucoup de gens. Donc je pense que c'est un sujet qui est la bienvenue, le fait de se sentir complètement perdu. Donc quand je dis de se sentir complètement perdu, c'est vraiment la sensation d'être paumé en fait dans sa vie, d'être paumé sur une thématique de vie. Donc on peut être perdu par exemple dans notre vie amoureuse, dans notre vie sentimentale, on peut être perdu dans notre vie professionnelle, on peut être perdu aussi sur tous les plans. Et puis on peut aussi avoir simplement la sensation de se sentir perdu, c'est-à-dire de ne plus du tout savoir qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on doit faire, ce qu'on a envie de faire, être incapable de prendre des décisions, etc. C'est des moments qui sont assez challengeants. C'est des moments qui sont en général très inconfortables à vivre parce qu'on se sent un peu figé, on se sent un peu paralysé. C'est des moments aussi dans lesquels il y a une grande panique aussi qui peut se mettre en place. C'est des périodes qui sont aussi angoissantes, qui sont stressantes. Plus on se met de pression pour essayer de sortir de cette phase dans laquelle on est, moins on arrive à en sortir très souvent. Donc c'est des phases que j'ai moi-même beaucoup expérimentées. Ça m'arrive encore régulièrement. Donc la dernière fois que ça m'est arrivé, je crois que je vous en ai parlé dans un épisode de podcast, c'était d'octobre à janvier, quoi, pendant plusieurs mois. Et c'était pas la première fois que ça m'arrivait dans ma vie, mais c'était la première fois que ça m'arrivait et que j'étais OK avec le fait que ça m'arrive. Donc que j'ai pu vraiment observer le phénomène, me détendre et laisser cette phase passer. Donc c'est vraiment une phase de contraction, en fait, que j'ai pu observer. Bref, donc le fait de se sentir complètement perdu, paumé, sachez que c'est quelque chose qui est courant chez beaucoup d'entre nous, même quand ça ne se voit pas, même quand on a l'impression que tout va bien, même quand on voit des gens qui vont toujours de l'avant, etc. Je pense qu'on vit tous ces passages-là, c'est des passages vraiment à vide, et j'utilise le mot vide pas pour rien, parce que vraiment, c'est des moments dans lesquels on se sent vide, et on a l'impression d'être en train de tomber et de ne pouvoir se raccrocher à rien, il y a rien qui fait sens, il y a rien qui semble forcément juste, et il nous est difficile en fait de savoir quelle voie emprunter, entre guillemets. Donc il y a plein de notions en fait aujourd'hui que j'ai envie d'aborder avec vous, mais la première chose c'est surtout que quand on demande à quelqu'un, en tout cas quand moi je demande dans des coachings, même dans la Bloom Academy ou dans tous les accompagnements, les retraites, même juste les discussions que je peux avoir avec des gens sur comment tu te sens et que ces personnes me répondent qu'ils se sentent perdus, en fait c'est assez intéressant, c'est que être perdu c'est pas du tout une émotion, c'est pas du tout un ressenti physique. Être perdu c'est l'interprétation qu'on fait d'émotions et de sentiments et de ressentis qu'on ressent à l'intérieur. Donc la première chose à faire en fait c'est vraiment de conscientiser ça, c'est qu'être perdu c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, c'est vraiment une interprétation qu'on fait parce qu'on n'arrive pas à mettre de mots sur ce qu'on ressent vraiment. Et donc je crois que la première chose à faire en fait c'est vraiment de revenir au ressenti, c'est-à-dire ça fait quoi dans ton corps. Quand tu te dis que tu te sens perdu, si tu me dis que là tu es perdu, il se passe quoi concrètement dans ton corps quand tu penses à ça? Quand tu penses au fait d'être complètement perdu, de te sentir perdu, qu'est-ce que ça fait?
au niveau de tes sensations, au niveau de ton ressenti. Quelles sont les émotions qui viennent ? Souvent, quand on se sent perdu, il y a de la peur. Très souvent, il y a beaucoup de peur. Il y a de l'angoisse. Donc moi, je mets ça aussi sous le prisme de la peur. Mais voilà, il y a de l'angoisse, il y a du stress, il y a de la peur. Il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la colère, mais c'est plutôt rare. En général, il y a souvent beaucoup de peur. Et si on n'arrive pas à vraiment avoir conscience des émotions qui sont là, juste se connecter au corps et voir en fait quelles sont les sensations que j'ai en fait. Est-ce que ça prend la forme d'un mouvement qui se déplace dans mon ventre ? Est-ce que c'est plutôt chaud ? Est-ce que c'est plutôt froid ? Est-ce que c'est plutôt neutre ? Est-ce que ça me serre la gorge ? Est-ce que j'ai des fourmis ? L'idée, c'est vraiment de revenir à ça, de vraiment revenir au ressenti. Ce qui est assez intéressant, c'est d'observer aussi la manière dont on exprime ou on réprime nos émotions, dans le sens où, par exemple, quand vous avez un ressenti qui est froid dans le corps, c'est quand c'est une émotion qu'on tente de réprimer. Donc chez moi, typiquement, la peur, ça fait froid, parce que c'est aussi quelque chose que j'essaye de réprimer, parce que dans mon système à moi, peur, ça veut dire faiblesse, j'ai peur, j'ai pas envie d'être faible, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez automatique, ce qui fait que la peur, j'essaye de la réprimer, la faiblesse entre guillemets, donc j'insiste, la peur, c'est pas du tout de la faiblesse, c'est dans mon monde à moi, avec les croyances que j'entretiens depuis que je suis petite, que ça fait ça. Mais voilà, j'essaye de la réprimer, donc ça fait froid. Il y a des gens qui vont ressentir ça pour de la colère. Il y a des gens qui vont ressentir ça même pour l'amour, en fait. Donc voilà, le froid, tout ce qui va être froid dans notre corps, c'est vraiment une tentative de répression de nos émotions. Tout ce qui fait chaud, au contraire, c'est des émotions qu'on exprime, qui sont exprimées, en fait, qui sont bien là. Typiquement, moi, la colère, c'est très très chaud. L'amour, c'est chaud aussi, chez moi. Voilà, donc c'est assez intéressant à regarder. Et puis, pour tout ce qui est neutre, en fait, qui n'est ni chaud ni froid, c'est des émotions qui sont bel et bien réprimées. Donc ça peut être des sensations qu'on a dans le corps, ça peut être une sensation du cœur qui se pince, de boules dans l'estomac, de vibrations, peu importe, mais qui sont vraiment réprimées. C'est-à-dire qu'ils sont dans le corps, mais il n'y a pas de chaleur, de froid ou quoi que ce soit associé parce que on ne s'est pas autorisé à les vivre, par exemple. Voilà, je donne un exemple, j'essaie vraiment de vulgariser. En réalité, on peut aller beaucoup plus loin et passer des heures à parler de ce sujet. Donc j'essaie vraiment de vulgariser pour que vous puissiez saisir les grandes lignes. Et quand on est perdu, en fait, voilà, c'est qu'est-ce que ça me fait ? Est-ce que ça me fait froid ? Est-ce que ça me fait chaud ? Quelles sont les émotions qui viennent ? Si vous avez la possibilité de les avoir, c'est chouette. Si vous n'avez pas la possibilité, c'est ok aussi. Moi, un des exercices que j'aime beaucoup faire, c'est juste, je prends un carnet, un stylo, et pendant 3 minutes, top chrono, 3 minutes, c'est le minimum pour que le subconscient commence à s'exprimer, en fait, quand on écrit. Donc pendant 3 minutes top chrono, je ne cesse d'écrire, j'ai pas le droit de lever la pointe de mon stylo, où j'écris en fait tout ce qui est autour de se sentir perdu. Donc ça me permet même de mettre noir sur blanc, en fait, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai mal ci, je me sens triste, j'ai ci, il y a ça, donc c'est vraiment, j'écris tout ce qui vient. Et donc vraiment les 3 minutes sont très importantes, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. En tout cas moi quand j'entends je suis perdu, je me sens perdu, ce qui se situe derrière ça c'est je ne sais pas où aller. J'ai perdu le sens dans ma vie. Et quand je parle de sens, donc c'est à double sens, c'est-à-dire j'ai perdu le sens, donc j'ai perdu la direction, je ne sais pas dans quelle direction me diriger, et j'ai perdu le sens des choses, c'est-à-dire j'ai perdu le goût, j'ai perdu la raison, j'ai perdu le pourquoi. Donc l'idée, vous comprenez bien, quand on est perdu, évidemment, ça va être de redonner du sens, donc une direction dans laquelle aller, et puis le sens, c'est-à-dire le goût, le pourquoi, l'envie, l'enthousiasme, la motivation, l'élan, voilà. Quand on se sent perdu, en réalité, on est aussi beaucoup déconnecté de notre corps. En fait, pourquoi est-ce qu'on est perdu ? C'est pour plein de raisons que je vais vous expliquer ici. Donc, une des premières, c'est justement parce qu'en fait, on est vraiment déconnecté de notre corps, donc on est déconnecté de notre ressenti, ce qui fait qu'on n'est pas capable de prendre des décisions ou de s'exprimer en relation avec ce que l'on ressent. Quand je suis déconnectée de mon corps, je ne comprends pas les ressentis de mon corps, les signaux de mon corps, je ne les écoute pas, je suis vraiment connectée qu'à mon mental, qu'à ma tête, à réfléchir, à ma pensée, etc. Je ne vois pas les signes précurseurs, ça peut même être les signes précurseurs d'un burn-out ou autre, je ne les écoute pas, je ne les comprends pas, je suis totalement déconnectée de mon corps et de mes ressentis. Autrement dit, je suis en mode survie. J'insiste que ce mode-là, d'être déconnecté de son corps, c'est un mode survie. Et petite parenthèse, qui je le sais va encore être sujette à beaucoup d'interprétations, mais qui est importante d'aborder. Donc moi je parle en tant que femme là vraiment. Il y a énormément de femmes qui sont constamment toute la journée en mode survie parce qu'elles ont énormément de choses à gérer, qu'elles ont une charge mentale qui est considérable, ce qui fait qu'elles sont en mode survie constamment. Et venues dans leur intimité, il leur est impossible de rebasculer
en mode détente, en mode lâcher prise. Donc il y a une incapacité à se reconnecter à son corps, donc il y a aussi une incapacité à se reconnecter à ses ressentis, à son intimité et donc aussi à sa sexualité. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de femmes qui ont l'impression qu'elles n'ont pas de libido ou qui passent leur temps peut-être à dire non à leur partenaire, homme ou femme, peu importe, mais qui passent à dire non à leur partenaire sexuel. Elles n'ont aucun problème avec leur libido, elles n'ont aucun problème avec qui elles sont, ni avec leur corps, ni avec la sexualité, c'est simplement qu'elles sont constamment en mode survie et que quand on est en mode survie, on est déconnecté de notre corps, de nos ressentis, on ne peut pas lâcher prise. On ne peut pas lâcher prise. Et ce n'est pas en insistant, en se forçant ou en se disant qu'on a un problème et en travaillant sur nous pour plus nous ouvrir et plus nous connaître que ça va fonctionner. C'est qu'il faut vraiment comprendre que si on est en mode survie, c'est quelque chose qui est impossible. On ne peut pas s'abandonner quand on est en mode survie. On est dans notre tête, on est complètement déconnecté de notre corps. Donc une femme qui se sent perdue, qui est stressée ou qui est blindée de charge mentale, évidemment, ça va fortement impacter sa sexualité. Je parle des femmes parce que je suis une femme et que c'est quelque chose par lequel je suis passée. Je sais que ça peut se passer pour plein d'autres personnes que les femmes, mais j'ai vraiment envie, voilà, là, c'est vraiment mon expérience en tant que femme et ce que j'ai pu apprendre, comprendre et déconstruire au fil des ans. Donc voilà, je dépose ça parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de femmes et que on culpabilise, on se dit mince, qu'on a un problème, etc. Mais en fait, quand on est en mode survie, on n'a pas de problème en fait avec notre sexualité. C'est simplement que on n'est pas apte à basculer dans un autre mode que la survie pour le moment. Bref, parenthèse terminée. Donc quand on est déconnecté de notre corps, c'est ça, on est déconnecté de notre ressenti, donc ça va forcément impacter sur plein d'autres domaines. Quand je dis déconnecté de notre corps, c'est qu'on est aussi déconnecté de notre tripes. Et quand je parle de tripes, c'est vraiment le ressenti, genre l'impulsion, l'instinct et l'intuition. Il y a vraiment ça, le côté instinctif pour moi, c'est vraiment les tripes. C'est je choisis avec mes tripes la décision, je choisis avec mes tripes mon partenaire, ce dont j'ai envie, je m'exprime avec mes tripes, etc. Quand on se sent perdu, on est déconnecté de notre tripes. En fait, on est déconnecté de notre instinct. Moi, j'appelle ça vraiment notre instinct. C'est le côté un peu plus animal, en fait, qui ressent la décision, la direction, la personne. C'est vraiment ça. Et donc, évidemment, c'est beaucoup plus difficile quand on se sent perdu, en fait, de prendre des décisions qui soient justes pour soi, de se laisser porter, de faire la distinction entre ce qui est bon, ce qui est pas bon, entre ce que j'aime et ce que j'aime pas, etc. Voilà, donc se sentir perdu, ça peut arriver quand on est déconnecté de notre corps, de nos tripes. L'inverse est vrai aussi, c'est aussi provoqué par le fait de se sentir perdu. Ça arrive également quand on est dans un épuisement nerveux. L'épuisement nerveux, ça peut aussi être la cause en fait du fait de se sentir perdu. Enfin, c'est très souvent le cas en réalité. Donc c'est aussi le genre de choses qui peut arriver quand on est épuisé, quand on a eu une grosse charge mentale, un énorme stress, beaucoup d'angoisse, quand on a eu un choc émotionnel, quand on a perdu un proche, quand on fait face à un décès, face à un deuil, quand on a subi une agression, quelle qu'elle soit. En fait, c'est vraiment quand on a un épuisement du système nerveux, quand on a le système nerveux qui est complètement en branle. Et donc j'en reparlerai par rapport à l'état de sidération, qui fait qu'en fait, la moindre petite activation et sollicitation du système nerveux fait que le système nerveux est complètement débordé et qu'ensuite on ne peut plus avoir accès en fait à notre cognition et à notre capacité décisionnelle. C'est aussi ce qui peut se passer par exemple pendant une crise d'angoisse. Voilà, mais se sentir perdu, c'est aussi quelque chose qui est très souvent en fait lié à un système nerveux qui est en branle et à de l'épuisement et à du surmenage. Donc je ne cesserai vraiment de le dire. Attention à ça. L'épuisement nerveux, un système nerveux en branle, ça a d'énormes répercussions sur beaucoup de choses, que ce soit physique, mentale, émotionnelle, sexuelle, tout. Voilà. En fait, quand on se sent perdu, ce qui revient le plus souvent et ce qui se cache derrière, c'est que on ne sait pas quelle est la bonne décision à prendre. On ne sait pas quoi faire et on n'est pas capable de prendre une décision. Donc on épuise aussi, on a l'impression d'avoir notre capacité décisionnelle qui est totalement épuisée. J'en parlais dans l'épisode sur la charge mentale. La capacité à décider si on veut manger du riz ou des pâtes, mais aussi la capacité à décider si on a envie d'aller au sport ou pas. Une capacité décisionnelle épuisée, donc c'est aussi une rate épuisée. Je vous rappelle juste, pour la petite parenthèse, ça, que c'est vraiment la rate en partie qui est liée à notre capacité décisionnelle. Ça va se ressentir même dans les moindres petites décisions. Et donc quand on n'est plus capable de savoir ce qu'on veut manger, ni si on a envie d'aller au sport ou pas, et qu'on est vraiment coupé de toutes les décisions, même la moindre petite, il faut voir ce red flag comme étant un signe de l'épuisement, mais aussi un signe en fait tout simplement qu'on se sent, la résultante est qu'ensuite on se sent perdu. Donc c'est ce qui se passe en fait quand on se sent perdu, c'est qu'on sait plus ce qu'on doit faire ou pas.
Et on est dans une perte totale de repères. C'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qui est adapté pour nous ou pas, ce qui est bien ou mal, ce qui est juste ou non. On est largué parce qu'il n'y a plus aucun repère et on a perdu du sens. On se sent vide. Il y a vraiment un vide à l'intérieur de, en fait, je ne ressens même pas forcément beaucoup d'émotions et je ne sais même pas quelles sont les émotions que je ressens ni si elles sont justes ou pas. Ce sentiment de se sentir perdu, ça crée derrière en plus une angoisse. Donc le sentiment d'être perdu, c'est souvent lié à une angoisse, mais en plus de ça, quand on se sent perdu, on recrée une angoisse par-dessus parce qu'on culpabilise très souvent d'être comme ça, on culpabilise de se sentir à plat, parce qu'on est quand même aussi, encore une fois, dans une société où il faut être efficace, il faut être performant, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a de la pression, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, et en fait, ça devient un cercle vicieux et c'est très difficile d'en sortir. Alors qu'en fait, la solution n'est absolument pas d'essayer de sortir de cet état. La solution n'est pas de culpabiliser, ni de se dire « Allez, faut que je me mette de la pression, faut que je sorte, faut que je trouve absolument ma voie, faut que je trouve absolument de la direction à prendre, il faut que je retrouve du sens, etc. » Quand on a perdu tous nos repères et qu'on se sent perdu, c'est qu'on a forcément vécu aussi une perte de lien. Donc ça peut être la perte d'un lien avec un proche qu'on vient de perdre, ça peut être la perte d'un lien avec soi-même, avec une part de soi. Donc je rappelle vraiment que vous êtes composé de milliers de parts et que quand on perd le lien avec une part de soi, parce qu'on le coupe, parce qu'on a subi une agression, parce qu'on a subi une humiliation, parce qu'on est tellement stressé qu'on a perdu le lien, le contact avec la part de nous qui est comme ceci, comme cela, avec le corps, avec le ressenti, avec le lâcher-prise ou avec la joie de l'enfant, avec toutes ces choses-là, on perd en fait ce lien et on est coupé. Moi j'appelle ça vraiment, en fait, quand on se sent perdu, c'est qu'on se sent coupé d'une part de soi ou de quelqu'un d'autre ou de quelque chose en nous. Le fait de se sentir perdu, ça peut aussi arriver tout simplement après une rupture, et donc quelle qu'elle soit. Donc une rupture, c'est la perte de repères. Une rupture, ça peut être une rupture amoureuse, une rupture professionnelle, mais ça peut être aussi une rupture de vie, c'est-à-dire typiquement quand assez subitement, on bascule dans une situation où on ne sait plus quoi faire parce que toute notre vie, on a fait ce qu'on devait faire, on a fait ce qu'on nous a dit de faire, on a suivi les croyances de quelqu'un d'autre, on a répondu aux croyances de quelqu'un d'autre, aux attentes de quelqu'un d'autre, aux injonctions. Quand on a, par exemple, on a toujours fait le métier que nos parents nous ont dit de faire et qui était bien selon eux. On a toujours répondu à ce que notre boss nous disait de faire ou ce qu'on était persuadé que c'était la bonne chose, mais sans trop se poser de questions sur ce qu'on aimait. Et puis finalement, du jour au lendemain, quand on quitte ce job, on est complètement perdu parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne s'est jamais écouté, qu'on ne sait pas où aller, qu'on ne sait pas ce qu'on aime vraiment. Et qu'on ne sait pas qui on est. Donc, perte de repères parce que je me rends compte que je ne suis pas en lien avec cette part de moi. Et là, mise en lumière, suite à cette rupture, sur ce manque de lien. Donc l'idée, encore une fois, je le répéterai encore et encore et encore, ce n'est pas de se forcer à essayer de sortir de cette situation dans laquelle on se sent perdu. L'idée, c'est de remettre des repères. De redonner du sens. Donc redonner du sens, la direction, et redonner du sens, le pourquoi. Ça veut pas dire qu'on trouve les choses tout de suite. Quand on se sent perdu, il faut vraiment essayer d'y voir une super occasion de recréer quelque chose de plus adapté à soi. Une perte de repère, c'est une énorme déconstruction. Donc c'est aussi une opportunité derrière de reconstruction de quelque chose qui est plus aligné, qui est plus apaisé, qui est peut-être plus juste, qui est plus ciblé, qui est plus... peu importe, mais qui en tout cas est plus adapté et plus juste selon soi. C'est un petit peu le cliché de il faut se perdre pour mieux se retrouver. C'est vraiment ça. Se sentir perdu, c'est vraiment quelque chose qui arrive, même parfois quand on n'a pas subi de choc ou quoi que ce soit, qui peut arriver quand on mue. Je parle pas des ados de 15 ans qui muent, je parle vraiment de quand on mue, quand on perd cette peau, quand on est dans une perte identitaire, quand il y a un changement de vie, ou quand tout simplement, en fait, on est en train d'enlever un de nos personnages, une de nos identités, un de nos masques. C'est vraiment des choses dont je parle dans le programme Conscience Créatrice. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment quelque chose, c'est le programme d'introspection et justement de mue et de travail identitaire que je propose. Vous trouvez le lien dans ma bio directement. C'est vraiment ce genre de mue-là dont je parle où effectivement, on est en train de perdre un masque, de faire tomber un masque, de faire tomber un personnage, de faire un travail identitaire. Quand on vit ces mues-là, on peut se retrouver perdu. De toute façon, quand il y a déconstruction, il y a perte de repères et ensuite il y a reconstruction. Donc l'idée, c'est vraiment d'arrêter toute tentative d'essayer absolument de prendre une décision et de trouver sa voie absolument. L'idée, c'est, dans un premier temps, de revenir à de l'écoute de soi, tout doucement.
C'est ok, j'ai perdu du sens, j'ai perdu du lien, j'ai perdu contact avec une part de moi, évidemment. Donc, la première chose à faire, c'est je reviens à l'écoute de moi. Je reviens à l'écoute de mes tripes. Je reviens à l'écoute de mes ressentis, de mon corps, et je vais commencer par des toutes petites choses. Donc, déjà, juste toutes petites choses, ce qu'il y a de plus facile pour moi, c'est je vais essayer d'observer dans mon quotidien ce que j'aime et ce que j'aime pas. Donc ça peut être les couleurs que j'aime et que j'aime pas. Ça peut être les aliments que j'aime et que j'aime pas. Donc pour ça, c'est assez facile. Vous testez de goûter des trucs. Puis il y a peut-être des trucs que vous saurez pas si vous aimez ou vous aimez pas parce que ce sera un peu les deux. Et puis c'est ok, encore une fois. Ça peut être des livres, ça peut être des vêtements que vous aimez pas. Des activités ensuite. En fait, quand vous avez commencé par petit puis que ça devient plus facile, vous passez à des trucs un peu plus simples. Les activités, j'aime pas. Et puis ensuite, quand ce sera encore plus ancré, vous pourrez passer à des passions. Quelles sont vraiment mes passions? Qu'est-ce que j'aime passionnément? Qu'est-ce que j'aime pas? Qui j'aime et qui j'aime pas? Et puis pareil, vous commencez vraiment avec des petites choses. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai pas envie de faire? Et puis vraiment, j'insiste, mais commencez tout petit, parce que parfois, même le fait de savoir si on a envie d'aller au sport ou on n'a pas envie d'aller au sport, déjà ça, c'est pas possible. Moi, dans les périodes où j'étais vraiment complètement paumée, je pouvais passer la journée sur mon lit, assise à regarder le mur, en me disant est-ce que je vais au sport, est-ce que je vais pas au sport, j'en sais rien, je sais même pas si j'ai envie d'y aller, je suis complètement paralysée, j'arrive pas à trouver de décision, et pourtant c'est un truc bête, et je m'en voulais, et je culpabilisais, je me disais mais en fait je suis une incapable, j'arrive même pas à prendre une décision pour un truc aussi bête que ça, et donc j'essaie de forcer, et ça passait pas. Et donc vous voyez, ça c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, la personne qui est en état de sidération dont je vais vous parler, et qui essaye de forcer, qui culpabilise d'être dans cet état-là, et en fait on fait qu'aggraver notre cas. Cet état-là où on est vraiment figé, où on se sent vraiment figé, perdu et incapable de passer à l'action, où on procrastine énormément, incapable de prendre une décision, incapable de se bouger, incapable de savoir ce qu'on veut pas et ce qu'on devrait faire et ce qui est bon pour nous, c'est un état de sidération. L'état de sidération, c'était très important pour moi de vous en parler ici dans cet épisode parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, qui est pas assez connu, qui fait que quand on a des personnes qui sont en état de sidération, on les traite de faibles, on les prend pas vraiment au sérieux, alors qu'on est très très nombreux en fait à vivre des états de sidération et on n'a pas besoin de vivre quelque chose de grave pour se retrouver en état de sidération. Et que du coup, quand on se fait agresser, quand on est dans cet état de sidération, quand on se fait accuser, quand on se fait humilier, quand on se fait réprimer, quand on se fait un peu traiter de lâche, de paumé, d'incapable, etc., quand on est dans cet état de sidération, c'est extrêmement traumatisant. C'est très traumatisant parce qu'en fait, on est déjà dans un état de vulnérabilité extrême, donc toute personne qui se positionne en posture ascendante vis-à-vis de nous va être un agresseur et un bourreau. Et on ne peut qu'acquiescer, on n'arrive pas à répondre, on n'a plus de bon sens, on n'a plus de répondant, et on est dans un état tellement vulnérable que ça commence à ancrer des croyances en nous, on finit par croire ce que les autres disent de nous. Donc l'état de sidération, c'est, pour ceux qui connaissent la théorie polyvagale dont j'ai déjà parlé, c'est vraiment quand on passe en fait en dorsale. C'est ce qu'on appelle aussi le freezing, en fait c'est freeze, donc il y a fight, fly or freeze, donc c'est freeze, c'est vraiment en fait c'est figé, gelé, glacé. C'est vraiment une réaction qui est physiologique, donc de notre système nerveux, du nerf vague et compagnie. C'est physiologique, c'est pas juste émotionnel, mental, ce n'est pas la source de notre imagination, c'est une réaction qui est physiologique, que n'importe qui peut vivre. Et l'état de sidération, c'est je suis paralysé, donc ça peut être paralysé physiquement, ça peut être complètement figé, avoir l'impression de pédaler dans la semoule avec le cerveau, en fait, tout simplement. On a l'impression d'être au ralenti constamment, de patauger, d'être dans un brouillard constant et d'être en pilote automatique. C'est un mode survie qui peut même amener en fait à de la paralysie. Donc quand je parle de paralysie, c'est pas juste physique. C'est vraiment mental, comme je vous disais, moi voilà, je passais la journée assise sur mon lit à être dans une angoisse extrême et à pas pouvoir bouger. En fait, pas savoir quoi faire, passer à l'action, etc. Donc ça peut aussi affecter notre état physiologique, ça peut affecter beaucoup la digestion. On peut se retrouver avec des flatulences, avec des gros soucis digestifs, on peut se retrouver avec le diaphragme entre guillemets bloqué, parce que le diaphragme se bloque jamais vraiment, mais du coup des soucis respiratoires, des difficultés à prendre des respirations qui sont profondes, etc. On peut devenir aphone, on peut ne plus arriver à parler, ne pas arriver à crier, et à ne juste même pas réagir face à l'agression.
Cet état de sidération, c'est des états qu'on peut avoir typiquement et dont on ne parle pas assez, j'insiste, quand on se fait agresser et même face à des agressions sexuelles. Quand j'entends pourquoi tu t'es pas débattu, pourquoi tu t'es pas défendu ou quoi que ce soit, c'est très grave, c'est une méconnaissance de l'état de sidération. Il y a énormément de victimes d'agressions sexuelles ou d'agressions physiques qui tombent dans un état de sidération qui les empêche en fait de bouger. C'est vraiment une réaction physiologique, c'est le corps qui bloque tout et qui se met en mode survie, genre bouge plus du tout, vraiment. Même le cerveau est complètement paralysé. Il y a même des personnes qui, suite à un état de sidération face à une attaque grave, vivent des sorties de corps, sortent complètement de leur corps, ne peuvent pas parler, ne peuvent pas crier, ne peuvent pas bouger même le petit doigt. Et c'est important de connaître que cet état de sidération, il existe. Voilà, parce que j'entends encore trop de discours culpabilisants autour de victimes d'agressions, mais pas que d'agressions, même des victimes de victimes de charge mentale, etc. C'est un état qui existe. Cessons les discours culpabilisants de allez, il faut que tu te bouges, etc. Allez, c'est bon, vas-y, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, prends une décision, défends-toi, bouge. Ça peut être très violent. L'état de sidération, c'est vraiment quand on a le système nerveux qui est complètement en branle et qui est passé en dorsale. Donc c'est vraiment que là, le système nerveux est éclaté, quoi. Enfin, vraiment qu'on a atteint un seuil de trauma qui est assez puissant. Donc c'est ça, j'ai tellement d'angoisse que je me sens paralysée. Voilà, j'insiste, ça peut arriver lors des menaces violentes, agression sexuelle ou autre, mais ça peut arriver aussi quand on est sur du surmenage, quand on est stressé, quand on a un système nerveux qui est complètement dérégulé aussi. C'est vraiment quelque chose qui peut arriver, et ça peut arriver pour des toutes petites choses, l'état de sidération. Ça peut même arriver quand on a un système nerveux qui est complètement dérégulé, lorsqu'on nous pose une question qui est très simple, qui est qu'est-ce que tu veux ? C'est vraiment, ça n'arrive pas que pour des choses graves et c'est très important de le saisir. C'est que la moindre petite activation, sollicitation sur notre système nerveux peut nous passer en dorsale et donc en état de sidération. En gros, le moindre petit stimuli de stressant, angoisse ou quoi que ce soit, va annoncer un trop-plein dans notre système nerveux. Et ce qui fait qu'on bascule en état de sidération, on est perdu, on sait pas ce qu'on veut faire, on sait pas ce qu'on veut manger, on sait pas si on a envie de faire quelque chose ou pas, on n'arrive plus à bouger, on est paralysé. Dans ces moments-là, on est très souvent dans une espèce de lutte intérieure. Donc, encore une fois, je crois que je l'aurais répété 20 fois, mais je suis sûre que ça va rentrer. On n'essaye pas d'en sortir à tout prix et de trouver une solution et de se bouger et de passer à l'action. Les meilleures choses à faire, c'est de ne pas lutter et de prendre conscience que là, on est en train de vivre un état nerveux de survie. Donc, on a besoin de réconfort, on a besoin d'apaisement, on a besoin plus que tout de prendre soin de nous sur tous les plans de l'être. Sur le plan énergétique, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan du repos, sur plein de plans. Donc, le repos est extrêmement nécessaire aussi. C'est le mode survie, il faut absolument du repos. Donc, je vous invite à aller écouter mon podcast sur la charge mentale parce que tous les types de repos sont très importants dans ces moments-là. On peut pratiquer la respiration très profonde, des cohérences cardiaques, une respiration ventrale, une respiration nasale, qui va permettre justement aussi de rééquilibrer le système nerveux. On essaye de mettre en place des petites routines très saines qui nous font du bien. Des étirements, du repos, du massage, prendre une douche chaude, vraiment des choses très très simples qui nous font du bien, mais d'avoir des routines qui sont saines et une hygiène saine, hygiène corporelle, hygiène physique, hygiène alimentaire, hygiène émotionnelle, etc. C'est super important dans ces moments-là. Quand je parle d'hygiène alimentaire, c'est également, n'hésitez même pas en fait à faire un bilan avec un nutrithérapeute parce que il y a plein de choses à faire au niveau alimentaire, au niveau supplémentation, etc. qui peuvent être extrêmement important et impactant pour notre système nerveux, avec des oligo-éléments, des minéraux, des tas de choses. On peut vraiment complémenter en fait nos pratiques. Donc typiquement, moi je sais que suite au burn-out que j'ai fait en 2017, mon corps porte encore des lésions au niveau hormonal et compagnie de ce burn-out-là. Donc j'ai des compléments que je prends régulièrement, je suis suivie par des nutrithérapeutes, des médecins chinois et compagnie, justement aussi pour me maintenir dans cet état-là, pour continuer de réguler mon système nerveux, continuer de prendre soin de moi. Évidemment, faut pas non plus hésiter à aller voir un psychothérapeute, je crois que c'est extrêmement important de le dire, vraiment. Et puis quelque chose qui fait du bien, c'est de se mettre en mouvement et de faire du sport. Donc, pas prendre de décision particulière, on n'est pas obligé de se dire « allez, il faut que j'aille à la salle, machin », non, mais juste du mouvement. Ça peut être de marcher dans le jardin, de marcher dans le salon, de faire un peu de danse, de mouvements un peu libres, des étirements, mais ramener du mouvement parce que ça permet de refaire circuler l'énergie, ça permet aussi de réapaiser le système nerveux. Le sport et le mouvement sont des choses qui permettent de réguler le système nerveux.
Et quand on se sent perdu, en fait, je sais qu'on se pose 1 milliard de questions et ça tourne à 1000 à l'heure dans notre tête, mais en fait, il faut lâcher ces questions-là. Lâcher à tout prix le fait de vouloir trouver des réponses là tout de suite et se dire non mais il faut que je prenne une décision, allez il faut que je sorte de cet état, il faut que je sorte de cet état, mais pourquoi je suis comme ça, et puis oh là là je m'en veux, mais ça craint, et je suis pas une bonne personne, et nanana. On essaie de sortir de ça. L'idée c'est juste de remettre déjà le système nerveux au bon endroit, de se remettre dans les rails et ensuite les réponses viendront. On retrouve le sens en cheminant. On retrouve la direction en explorant des directions. Donc tout doucement, se mettre en mouvement, tout doucement, réapporter du confort, c'est temporaire ce que vous vivez. C'est temporaire, il n'y a aucune raison de culpabiliser et de paniquer. En revanche, attention donc aussi à ne pas vous y noyer et juste attendre et être dans cet état de sidération. Lâchez le fait de vouloir trouver des réponses et de vouloir sortir de cet état dans lequel vous êtes perdu. Et au lieu d'essayer de chercher les réponses, juste mettre en place des choses qui vous font du bien et qui vous permettent de prendre soin de vous. Le sens apparaîtra en marchant, en avançant, tranquillement et tout doucement. Donc on recrée des repères avec des routines qui sont saines, on recrée des repères avec des petites choses qui nous font du bien, on fait le point sur ce qui nous fait du bien. J'aime, j'aime pas, ça j'adore pas, ça me fait du bien, ça me fait pas de bien. Juste on refait le point sur les repères basiques, vraiment. Quand les repères basiques sont mis en place, on avance sur des repères qui sont plus larges, et ensuite encore plus larges, et ensuite encore plus larges. Les repères aussi amicaux, les repères amoureux, même les repères dans nos valeurs. Quand on sent qu'on a remis des repères un peu en place, on peut faire un petit point sur nos valeurs, se rendre compte de qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, c'est quoi mes valeurs qui sont importantes mais non négociables. Juste remettre des petites choses en place tranquillement. Et puis remettre du sens et de se rendre compte, en fait, qu'est-ce que j'aime ? Ça, c'est la direction, c'est le sens, la direction. Et puis pourquoi j'ai envie de faire ça ? Et ça, c'est le sens, le pourquoi. Voilà, tout simplement. Donc, tout doucement et tranquillement. Voilà. Donc, quand vous vous sentez perdu, pas de culpabilité. Cessez d'essayer absolument de trouver la bonne réponse, parce qu'il y a beaucoup ça aussi, quand on se sent perdu, c'est parce qu'en réalité, on a peur de pas aller dans la bonne direction ou de pas trouver la bonne réponse. Il n'y a pas de bonne direction. Il n'y a pas de bonne réponse et vous n'avez pas à trouver le bon truc tout de suite. Je sais que vous avez peur de l'échec, je sais que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de décevoir. La priorité, c'est pas ça. La priorité, c'est de prendre soin de vous, de vous reconnecter à ce qui fait vraiment du sens pour vous et ce qui est vraiment bon pour vous et ce que vous aimez et ce que vous kiffez et ce qui vous fait du bien. Et puis tout doucement, de commencer à marcher. Tout doucement de commencer à marcher, explorer, vous trouverez le sens en marchant, explorer, vous trouverez le pourquoi en marchant, tout simplement. Voilà. J'espère que ça pourra vraiment vous aider, ce podcast. J'espère vraiment que ça pourra vous déposer des petits outils, des petits conseils. On pourrait vraiment en parler longtemps, mais en tout cas, j'ai vraiment déposé l'essentiel de ce que j'ai pu observer chez moi et chez d'autres personnes aussi qui vivaient la même chose. J'espère que ça vous sera utile. Je vous embrasse fort, fort, fort. Foutez-vous un petit peu la paix, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Plein de bisous!